Fidèles téléspectateurs de Parole Créatrice Info Télévision, bonjour. Grande ma joie de vous retrouver pour cette nouvelle édition dans le cadre du journal bilingue de notre invité. Aujourd'hui, nous recevons un homme assez spécial, car à lui, ça lui revêt beaucoup de casquettes. Non seulement il est diacre, il est prédicateur, il est chef de famille, il est enseignant et bien d'autres encore. Vous l'avez certes deviné, il s'agit de notre papa diacre. Aujourd'hui, nous recevons sur ce plateau le révérend Christian Omban. Shalom, pasteur. Shalom, Laetitia. Bienvenue sur Parole Créatrice Info Télévision. Je vous en prie, merci. Comment est-ce que vous vous sentez? Je me sens très honoré d'être reçu sur votre plateau une énième fois. Oui. Lui, une énième fois, comme il a dit, c'est pas la première fois qu'il passe ici, c'est déjà le chez lui. Hein. Il est chez lui, il est chez nous. Alors aujourd'hui, nous vous recevons pour une nouvelle édition dans le cadre de la rentrée de nos programmes. Et nous avons assez de questions pour vous aujourd'hui. J'espère satisfaire à vos attentes. D'accord. L'année scolaire a repris le 5 septembre dernier et sur toute l'étendue du territoire national avec un fort accent sur le digital, d'où le thème rentrée scolaire 2022-2023, le digital au centre des priorités. Un mot sur ce thème? Oui, en effet, quand on parle de la digitalisation des enseignements, oui. C'est pas en 2022-2023 que ça commence. Son Excellence, Madame la ministre des Enseignements secondaires, j'ai nommé le docteur Naruva Lyonga, depuis les années Covid, par le 2020 déjà, avait initié le concept du distance learning, ouais. Parce que les enfants étant à la maison, coupés des enseignements pendant plusieurs mois, il fallait trouver des moyens de ne pas les sévrer totalement de l'école. Alors, on avait commencé à tester déjà ce concept, distance learning, et par là, il y avait des programmes qui passaient à la télévision, à travers les forums WhatsApp, les enseignants envoyaient des leçons aux enfants. Et aujourd'hui, donc, ça évolue, et ça va un peu plus loin parce qu'aujourd'hui, on entre complètement, je vais dire, de plein pied, n'est-ce pas, dans l'appropriation de la technologie. Je vais dire, oui, de la technologie, pas l'éducation, parce que nous ne voulons pas être sévrés, n'est-ce pas, de la globalisation. Nous savons qu'aujourd'hui, dans le monde entier, tout est digital, et même également dans les enseignements. À notre niveau, au Cameroun, nous essayons de faire un pas en avant dans ce côté-là, pas pour que les enfants ne soient pas seulement les cahiers, mais que ce soit beaucoup plus la technologie de plus en plus. Et comment aborder le sujet au niveau des apprenants, des élèves? Comment se gèrent les choses là-bas? Déjà, il y a le programme d'informatique qui a été inséré dans les enseignements depuis plusieurs années. Les professeurs sont déjà formés à l'école normale. Il y a déjà tout un département d'informatique dans toutes les écoles normales du Cameroun. Il y a des professeurs d'informatique qui sont formés. Et puis, de plus en plus, il y a des outils qui sont octroyés aux établissements scolaires dans pratiquement tous les lycées du pays. Il y a une salle informatique, la ministre des enseignements secondaires, avec les délégués régionaux, les délégués départementaux, n'est-ce pas, ils ont distribué beaucoup d'ordinateurs dans beaucoup d'établissements pour faciliter, n'est-ce pas, la digitalisation des enseignements. Oui. Ça veut donc dire que pour ceux des enseignants sortis de l'école normale, il y a cela des années plus tôt, l'ancienne école, n'ont pas eu la grâce de participer à ces formations. Ça veut dire que des ateliers de formation sont organisés tout le temps. Oui, il y a ce qu'on appelle le updating, donc des mises à jour. Des mises à jour. Les enseignants que nous sommes, que nous ayons été à l'ère de l'informatique ou pas, nous sommes appelés à nous mettre à jour. Et maintenant, je précise bien qu'il y a un département d'informatique, c'est-à-dire des professeurs qui sont spécialisés dans l'enseignement de l'informatique. Maintenant, nous autres, qui sont des autres disciplines, moi par exemple, je suis professeur d'anglais, nous sommes également appelés à nous adapter. Moi, aujourd'hui, j'ai un ordinateur portable, ce que je n'avais pas avant. Et puis, c'est comme ça, on va en classe, on a des ordinateurs et on essaie un peu d'utiliser tous ces outils-là parce qu'il faut se mettre à jour. C'est ça. OK. Vous revenez d'une longue période de vacances et comment est-ce que vous avez pu gérer cela entre votre travail de prédicateur et votre rôle d'enseignant, loin de la craie, loin du tableau? Oui, en effet, nous avons eu pratiquement 3 mois de congé. C'est vrai que les enseignants, ce n'est pas toujours exactement 3 mois parce qu'il y a les corrections des examens et beaucoup d'autres choses. Qu'à cela ne tienne, nous sommes reposés. C'est très important le repos.
pour essayer de relaxer la mémoire afin de se préparer pour la rentrée qui a commencé il y a quelques jours. Donc, nous nous sommes reposés, je me suis reposé. C'est vrai qu'il y a les activités spirituelles qui m'interpellaient toujours, donc j'étais toujours à l'église aussi. Mais l'église, ce n'est pas tous les jours, ce n'est que 3 fois par semaine. C'est vrai qu'il y a des cas des chrétiens qu'il faut visiter de temps en temps, des chrétiens qu'il faut conseiller. Mais au-delà de tout cela, on se repose. D'accord. Oui, et vous allez qualifier la reprise de cette année comme une reprise normale ou bien un peu timide? Comment la qualifierez-vous? La rentrée scolaire a bel et bien eu lieu. Je suis mal placé pour juger la rentrée de timide ou de normale parce que je n'ai que le regard d'une personne. Peut-être c'est les journalistes comme vous qui, regardant la chose de l'extérieur et qui avaient peut-être un plus grand nombre d'informations, vous pouvez juger de la qualité de la rentrée. Mais à notre niveau, nous autres enseignants, nous sommes entrés à l'école. On a commencé effectivement, malgré la vie qui devient de plus en plus chère, les manuels scolaires qui sont difficilement accessibles par tous les parents, parce que jusqu'à aujourd'hui, nous sommes à la 2e semaine, terminée bientôt demain. Et nous avons encore des élèves qui n'ont pas certains manuels, d'autres n'ont pas tous les cahiers. Aujourd'hui, je faisais cours avec des élèves qui utilisaient encore les cahiers de l'année passée, parce que les parents ont ce défi-là d'accéder, n'est-ce pas, au support pédagogique. Ce n'est pas toujours évident, mais la rentrée est effective, les enfants sont en classe et nous sommes aussi là. D'accord. L'année passée, l'année dernière déjà, l'année a été secouée par beaucoup de turbulences, parmi tant d'autres, le Covid et la grève des enseignants. Et cette année, pensez-vous que les choses changeront ou bien on a une année meilleure qui va se dérouler? Comment est-ce que vous voyez les choses? Je suis pas très bien placé pour décider à la place de tout le monde. Je suis enseignant. Moi, ma volonté, c'est d'enseigner. Donc, maintenant, il y a des collectifs d'enseignants qui manifestent leur mécontentement à cause de la manière dont ils sont traités. Et nous espérons que les choses aillent mieux cette année, comme d'ailleurs l'année scolaire a commencé. Nous espérons que les choses aillent mieux. Notre souci, notre désir, notre volonté, c'est que les enfants puissent recevoir tous les enseignements dont ils ont besoin. Bon, maintenant, est-ce que ça va aller mieux? Est-ce que ça ne va pas aller mieux? Il est question pour le gouvernement et puis les enseignants de s'asseoir et puis décider ensemble. Mais je crois que les choses sont en train de se dessiner mieux, puisqu'il y a une grève qui avait été annoncée, mais finalement, elle n'a pas eu lieu. Je pense que le gouvernement est en train de faire des pieds et des mains pour que n'est-ce pas, les enfants, les élèves, les apprenants puissent avoir les enseignements auxquels ils ont droit. D'accord. Que pensez-vous de cette mesure prise par le gouvernement qui stipule que les élèves de moins de 12 ans ne peuvent pas participer au concours d'entrée en 6e? Oui, en effet, les parents, ça c'est une mesure qui concerne beaucoup plus les parents, parce que ceux-ci devraient comprendre. Pour certains parents, c'est comme une sanction. Pour d'autres, qui sont un peu plus éclairés, c'est compréhensible. Il faudrait juste expliquer que le développement psychocognitif de l'enfant, il va de pair avec le développement somatique. Ça veut dire que la connaissance, la compréhension et au niveau même de compréhension de l'enfant, n'est-ce pas, ne varie pas, mais il va de pair avec sa croissance physique. Donc, parfois, on s'est retrouvé à l'école avec des enfants de 2 ans, juste parce qu'ils savent déjà articuler quelques mots, alors qu'ils ne sont pas encore prêts pour, n'est-ce pas, le cadre scolaire. Alors, le gouvernement, à cause de ces problèmes que les enseignants ont rencontrés, là, je veux parler de la base, au niveau de la petite la maternelle, on se retrouve avec des bébés qui ne peuvent même pas encore dire je veux faire pipi, ce genre de choses. Et on les envoie déjà à l'école et ils sont ainsi sévrés très tôt de leurs parents. Alors le gouvernement a pensé qu'il faudrait vraiment donner aux enfants tout petits, n'est-ce pas, l'occasion de grandir auprès de leur maman, n'est-ce pas,
terminer d'abord la maternité avant d'aller à l'école. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal qu'un enfant entre en sixième ayant déjà 12 ans. C'est tout à fait normal parce que là, il peut déjà quand même exprimer un certain nombre de besoins. On s'est retrouvé, moi je suis au secondaire, on se retrouve parfois avec des enfants en sixième, à l'âge de 8 ans, 9 ans, qui font encore pipi sur eux. C'est quand même, c'est pas facile à gérer. Alors, quand un enfant arrive en sixième avec 12 ans, on pense quand même qu'il est déjà assez mûr. Et puis, il y a également au niveau de la pédagogie, il peut déjà comprendre un certain nombre de choses. Donc, je pense que c'est une mesure qui est très bienvenue. Je prierais, je conseillerais que les parents, ceux des parents qui tardent à comprendre cela, qui puissent accepter, n'est-ce pas, cette décision gouvernementale. D'accord. Toutefois, sans être indiscrète, pourrions-nous connaître combien d'années est-ce que vous avez déjà fait dans l'enseignement? Cette année 2022-2023, j'entre dans ma 17e année. 17 ans déjà? Ah, ça, et quelle est la plus belle expérience que vous pouvez retenir de tout votre parcours jusqu'ici? Je vais pas aller loin, juste avant-hier, j'ai rencontré un de mes élèves de l'année passée de Terminal A. Il m'a dit qu'il a eu son relevé de notes du bac et il a eu 16 en anglais. Et ça, je me suis vraiment senti honoré. C'est la meilleure chose qu'un enseignant puisse avoir, de savoir que le travail qu'il a fait a porté des fruits. Quand vous marchez dans la rue, un monsieur gare une voiture, il vous appelle, monsieur, et vous regardez, il dit, je suis votre ancien élève. Vraiment, il n'y a rien de plus beau. Bon, et en tant qu'enseignant et homme de Dieu, comment on fait pour réussir une année scolaire? Pour réussir une année scolaire, il faut travailler. Il faut travailler. Il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui pensent que parce qu'ils sont chrétiens, alors il suffit juste de venir prier et Dieu va faire le reste. La prière a sa place, mais le travail scolaire a aussi sa place. Un bon élève, il prie, il étudie ses leçons et il passe. Parce que Dieu fera toujours le reste. Il ne faudrait pas arrêter d'étudier, il ne faudrait pas arrêter de prendre ses leçons parce qu'on est chrétien. Au contraire, c'est le chrétien qui doit montrer le bon exemple. Il doit montrer le bon exemple, n'est-ce pas, en allant à l'école, en étant ponctuel, en étant assidu et en étant discipliné. Quand un élève remplit tous ces critères-là et qu'il vient dans la maison de Dieu, Dieu ne peut que le bénir. Je ne vois pas un élève qui se soumet aux lois de Dieu et qui échoue. D'accord. Et à la maison, comment est-ce que vous parvenez à gérer vos enfants, le travail? Vous les répétez vous-même à la maison? Non. Ah bon? Je ne fais pas de répétiteur, mais j'encourage les enfants à étudier. Si un enfant a un devoir, il est de mon devoir de père de l'aider à le faire. Je ne vais pas faire son devoir à sa place, mais je vais l'aider à le faire. Ça veut dire quoi? Je peux lui expliquer sa leçon. Je peux lui expliquer sa leçon. Je ne suis pas enseignant de toutes les matières. Vous convenez avec moi qu'on ne peut pas enseigner toutes les matières. Ça ne fait même pas sérieux. Personne n'a la science infuse. Vous comprenez? Donc, je dois assister mes enfants. C'est le devoir de tout parent d'assister ses enfants. C'est ce que j'essaye de faire. Bon, ils ont la grâce que je suis professeur d'anglais. Je peux également expliquer l'anglais. Donc, c'est ça. Donc, je peux leur expliquer leurs leçons et puis je leur demande de faire le devoir. Et puis, ils ont également la grâce qu'étant enseignant, je peux pré-corriger. Ils travaillent d'abord au brouillon, je corrige. S'ils ont trouvé, alors ils le mettent maintenant au propre et ils vont à l'école. Ouais. C'est comme ça qu'on essaye de les encadrer. D'accord. Nous sommes parvenus au thème de cette émission. Vous avez un mot spécial pour Parole Créatrice? Je vais emprunter à deux grands hommes. Le premier, c'est notre chef de l'État, qui, dans un discours lointain, disait un seul mot, continuer. Ensuite, je vais emprunter à notre réel père, le révérend pasteur Samuel Baouya, qui disait toujours garder la chose principale,
principale. Je vous remercie. Merci beaucoup. C'est effectivement en gardant la chose principale qu'on vous remercie de nous avoir écoutés dans cette nouvelle édition du journal bilingue dans le cadre de l'invité. C'était Laetitia Bogo à votre micro et nous nous revoyons prochainement.